Salut, le magazine vraiment design très déco, absolument mode et terriblement chic. C'est version française et c'est maintenant. Objet de fantasme et objet de mode, le corset est l'accessoire fétiche de Charlotte Laplace. Son truc à lui, c'est le design et la cuisine. Il en fait tout un art. Marc Bretillot est le maître du design culinaire. Entre Beaubourg et Notre-Dame, le 4e est parfois monumental, mais il est aussi bucolique, curieux et délicieux. Julie Ozillon réinvente la reliure. Elle crée des objets de papier purs et sensuels, uniques et universels. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Un thermomètre à eau au joli nom de Thermo, un pendule, un arbre pour la maison. Dans ces objets étranges et délicats, on retrouve toutes les obsessions, les passions et la fantaisie de Philippe Bouvray. Collaborateur de Jean Tinguely et créateur de sculptures mouvantes, il imagine avec ces objets inventés un design étrange, captivant et quotidien. Plus de 2000 espèces de plantes à 2057 mètres exactement dans le massif somptueux de la Meije. 3984 mètres et cette perle botanique a plus de 100 ans. Bien plus impressionnant que tous ces chiffres et tellement plus charmant, c'est le jardin d'altitude du Lautaret, un conservatoire unique de la diversité de la flore alpine. 18 Parisiennes qui partagent leurs intérieurs et leurs adresses mode et beauté, c'est précieux, surtout quand elles sont toutes des experts du style. Le tout tient dans un joli livre, Inside Fashion, aux éditions de La Martinière. Elles travaillent toutes dans la mode, leur univers est mis en image par Karel Ballas, chic. Miam Miam, l'éclair de génie est la seule pâtisserie entièrement dédiée à ce péché délicieux et si facile à manger. Ancêtre de la finger food, le gâteau est ici sucré ou salé, mini ou maxi. Quant aux saveurs beurre salé, rhubarbe, vanilla, chorizo, foie gras, il semble qu'il n'y a pas de limite. Les féministes ont gagné le droit de vote et celui de disposer de leur corps. Pourquoi pas en le corsetant si c'est un choix? L'objet de torture est devenu un objet de désir grâce à la mode. Qui n'a jamais rêvé d'avoir une taille de guêpe en quelques secondes? Oubliez la culotte amincissante, il existe un accessoire beaucoup plus sexy que la fameuse culotte de Bridget Jones, le corset. Et oui, cette pièce que l'on voit plutôt dans le placard de notre arrière-grand-mère est en fait un accessoire bien plus moderne que l'on ne l'imagine. D'ailleurs, quand on se rappelle de Madonna et de son fameux corset Jean-Paul Gaultier, on se dit que l'on est bien loin de la femme soumise. Et ce n'est pas Charlotte Laplace, corsetière depuis 9 ans, qui nous dira le contraire. La lingerie était pour moi une passion, donc j'en suis venue à étudier la corsetterie, à regarder comment étaient faites les pièces, à chercher les traités médicaux du 19e siècle, et puis petit à petit, c'est venu comme ça en fait. Charlotte lance donc sa propre marque, Black Kitten, et remet le corset au goût du jour, ou plutôt de la nuit, car bien plus que les autres pièces de lingerie, le corset relève souvent du fantasme. Je pense que cette pièce-là fascine aussi bien les hommes que les femmes. La femme, c'est pour le contrôle de soi, de se voir guerrière, de se voir au maximum de sa féminité. Pour les hommes, c'est un objet de fantasme parce qu'on voit une femme idéale qui est presque intouchable en fait. Le corset est vraiment une pièce assez imposante dans la garde-robe de lingerie. Imposante, c'est le mot. En effet, la structure du corset est loin d'être simple et chaque détail a son importance. Après avoir sélectionné et découpé les tissus pour former ce qu'on appelle les panneaux, c'est-à-dire les deux pièces qui entourent le buste, Charlotte va coudre chaque élément. J'ai déjà monté les panneaux. À l'intérieur, on a du coutil, de la doublure, qui est en coton toujours. On a toujours du coton pour mettre sur le corps, sinon ce serait pas confortable. Et là, en fait, je vais installer la pièce centrale du corset, qui est le busque. Donc c'est une pièce en acier, en fait. Donc ça va être le centre du corset. Et c'est ce qui va permettre d'ouvrir et de fermer le corset. Parce que le laçage, en fait, n'est qu'une décoration. En fait, au final, ça sert juste à resserrer le corset, mais ça ne sert pas à l'installer. Elle va donc assembler la doublure et le tissu pour pouvoir ensuite placer le busque. Le secret de fabrication, c'est d'aller glisser ça dans la couture.
Armée d'un fil et d'une aiguille, la corsetière doit fixer les tissus pour éviter les plis avant de placer les baleines. On va mettre des baleines en acier en fait qui sont très souples et très résistantes et qui vont permettre d'avoir un bon maintien tout en gardant la souplesse. Voilà, donc on va glisser la baleine dans son tunnel. Baleine en acier, lacet, busque, doublure, le corset serait-il un instrument de torture? Pas du tout, nous explique Charlotte. Plus les années passent et plus on évolue au niveau de la coupe, on rend les pièces plus confortables, on travaille sur les matériaux pour que ce soit le plus léger possible. Les baleines ont changé. Moi, je travaille sur des matériaux classiques de coutil et de baleines en acier. Avant-dernière étape, la pose des œillets qui semble être un jeu d'enfant après la couture. Des œillets qui vont permettre le lassage du corset, un niveau au-dessus de celui de vos chaussures. On va créer la paresseuse. En fait, la paresseuse, on va pouvoir mettre les pouces dedans et tirer le lassage. Et en un geste, vous voilà transformée en femme fatale, rapide et efficace. Alors le corset, culotté, non? Ce n'est plus une assiette, c'est une œuvre d'art. Ce n'est plus un plat, c'est un paysage. Ce n'est plus une dégustation, c'est un happening. Alors c'est forcément une invention gustative et esthétique de Marc Bretillot, inventeur du design culinaire. Chez Marc Bretillot, la cuisine n'est pas qu'une histoire de goût. Des pratiques culinaires aux usages de ceux qu'il nomme les mangeurs, Marc Bretillot est à la croisée des chemins dans l'art et la manière de manger, sans pour autant être un pourfendeur iconoclaste de la tradition gastronomique. Il revisite, invente et recherche au travers de collaborations diverses ce que sera notre futur alimentaire. De la conception d'un repas événement qui met en scène la cire d'abeille dans tous ses états, ou de ses tests dans son atelier sur l'interaction entre la vaisselle organique colorée au jus de betterave et une soupe de lait, il n'y a qu'un pas, qu'une démarche, celle des précurseurs du design culinaire. Encore faut-il s'entendre sur le terme de design culinaire. Le design culinaire, c'est regarder l'alimentation par le spectre du design. Une fois qu'on a dit ça, on n'est pas très avancé, mais c'est en gros utiliser la méthodologie du designer pour regarder ce vaste champ de l'alimentation qui touche bien sûr plein de domaines, en allant de l'agro-industrie jusqu'à le partenariat avec les métiers de bouche, l'événementiel, et puis pour finir l'art contemporain. Ce qui borne le design culinaire par rapport à l'art ou à des artistes qui utilisent le média alimentaire pour s'exprimer, c'est que la finalité, c'est d'être dégusté. Donc il faut que ça soit bon et qu'on prenne en compte à la fois l'innocuité des produits, leur qualité organoleptique et le fait que ça soit transformé dans les règles de l'art. Des cuisines à l'atelier, des fourneaux à l'établi, le designer culinaire initie des collaborations pluridisciplinaires pour mettre tout le monde à table et mettre les pieds dans le plat de la chaîne alimentaire. Le design culinaire est une activité à la croisée des chemins, donc on a à chaque fois nécessité de faire des collaborations. Donc à chaque fois, sur chaque projet, il y a des équipes pluridisciplinaires qui sont montées. C'est à Pantin, dans la banlieue parisienne, dans le cadre de la Biennale Émergence qui met à l'honneur les métiers d'art et le design, que Marc Bretillot et l'un de ses complices ont organisé un repas où la cire d'abeille se retrouve assiette et verre. Et bien sûr, elle donne le ton et le goût à des convives éberlués lorsqu'on leur sert un cœur d'artichaut fumé dans une ruche ou un gigot d'agneau cuit dans de la cire. Sur un projet qui s'appelle le Wax Lunch, j'ai travaillé avec Olivier Darnay, qui est un artiste apiculteur, qui a été le premier à faire du miel urbain et qui a un rucher à Saint-Denis avec 120 ruches. Il m'a invité en résidence à réfléchir sur l'utilisation de la cire d'abeille et du miel. Et suite à des expérimentations, on a proposé un repas, expérience, performance, on peut même dire, où à la fois les contenants, à la fois les recettes, à la fois les types de cuisson utilisent la cire d'abeille comme élément principal. Ces repas, qui sont de véritables expériences pour les participants, invitent à reconsidérer dans sa globalité l'acte le plus simple et le plus courant de notre quotidien, celui de se nourrir.
Dans la notion de design culinaire, il y a la question de la globalité de l'acte de manger. Et tout concourt à cette expérience, à la fois l'environnement, la qualité sonore, la qualité de la lumière, le service, les contenants. Donc la mise en scène fait partie de l'expérience et c'est considéré que c'est vraiment une expérience globale. Alors, vous l'aurez compris, le design culinaire ne se simplifie pas à la forme d'une assiette ou d'un verre, ni à la façon de couper ses carottes, mais nous questionne sur ce qui se passe sur et autour de la table. Évidemment, la cuisine, enfin la table plus précisément, est un espace théâtralisé qui permet un échange extraordinaire. On sait qu'on prend nos décisions autour d'une table, que les histoires de famille se construisent autour de la table. Donc c'est un socle à la fois pour raconter des histoires et pour échanger. C'est finalement ce reflet de nous-mêmes, parce que l'alimentation qu'on produit et qu'on consomme est à la fois le reflet de l'individu et de la société. Brillat Savarin disait « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Et donc c'est une surface d'échange incroyable. Et c'est aussi la trace de la civilisation. À travers l'alimentation, à travers une pincée de sel, on peut retrouver l'histoire de la civilisation et des échanges entre les peuples. Du cuisinier au designer, sans confondre ni séparer, Marc Bretillot nous inspire et nous invite à inventer, dans un évanescent nuage de saveurs, ce que sera notre repas du futur. Bonjour Marc Bretillot, merci de nous recevoir chez vous, dans votre atelier qui est aussi votre maison. Bienvenue. Comment on fait pour devenir designer culinaire? C'est quoi votre cheminement? C'est un mélange entre des passions et puis ma profession. Au départ, j'ai fait l'école Boulle, donc une école de métier d'art, et puis j'étais passionné par la cuisine. Et j'ai été appelé à enseigner les matériaux à l'école supérieure d'art et de design. Et dans le cadre de l'enseignement de ces matériaux, j'ai commencé à donner des sujets sur la cuisine, en disant on peut faire des transferts des technologies. Finalement, découper un morceau de viande, ça peut s'apparenter à découper un morceau de bois. On respecte le fil du bois, etc. On essaie de comprendre la matière. Et puis de fil en aiguille, voilà, la profession s'est développée. J'ai eu la chance d'assister à un déjeuner que vous avez réalisé, le Wax Déjeuner. Et c'est vrai que c'est une performance artistique. Ça dépasse la performance culinaire. C'est quelque chose que vous recherchez réellement? L'idée du design culinaire, c'est de dire que c'est une expérience globale. Donc on peut interagir sur à la fois tous les sens, mais ça existe déjà dans la cuisine, mais sur la scénographie, sur le service. Donc c'est de prendre un petit peu de recul par rapport à une profession qui est très segmentée, où vous avez un maître d'hôtel, ou même dans les cuisines, où vous avez toute une hiérarchie, etc. C'est de dire finalement, le mangeur qui vit une expérience, comment on peut l'amplifier, ou en tout cas essayer de raconter une histoire. Alors du coup, Marc, pour vous, manger est plus qu'un simple acte de se nourrir, ça devient presque un acte culturel. C'est quoi pour vous, manger? C'est les deux. Je pense que c'est à la fois se nourrir de façon quotidienne, parce qu'on ne peut pas non plus se prendre la tête à chaque fois qu'on prend une cuillère à café d'un produit, mais ça peut être des expériences un peu singulières. Et moi j'ai un travail qui a un spectre très large, qui va de l'agroalimentaire jusqu'à l'art contemporain, et en fonction des attentes des consommateurs qui sont très différentes. Quand vous ouvrez votre frigo de façon quotidienne, c'est forcément pas la même attente que quand vous allez dans un centre d'art pour vivre une expérience singulière, où là, ça vous questionne sur votre position de mangeur omnivore, etc. Donc ça dépend vraiment du contexte. Du coup, de qui vous vous inspirez en cuisine? Vous avez forcément des cuisiniers que vous appréciez. Oui, mais c'est pas tant... C'est pas tant la cuisine qui vous intéresse? Non, si, j'ai une belle bibliothèque de livres de chefs, etc. Mais c'est plutôt ça, je suis plus inspiré par l'aspect technique des choses, et mon inspiration, elle vient plus de la musique ou de la littérature, enfin des arts vivants aussi beaucoup. Je trouve qu'il y a une relation très forte entre la cuisine et les arts vivants. Moi, j'ai migré des matériaux vers la cuisine par le feu. Je faisais du verre soufflé, par exemple, je faisais de la forge. Et je trouve que cette relation au feu, c'est quelque chose auquel je suis attaché. Si vous aviez un conseil à donner, aussi bien à la personne qui fait à manger tous les jours qu'à des professionnels, ça serait quoi? D'être un peu plus ludique, de se lâcher un peu, de sortir un peu des codes, ça serait quoi?
Alors, on dit souvent qu'il ne faut pas jouer avec la nourriture. Ça, je pense que c'est un problème de sémantique. Le tabou absolu, c'est le gâchis. Et pourtant, on balance quand même plus de 30% de ce qu'on produit. Donc, peut-être faire attention à ça. Et pourtant, il faut jouer. Et dans notre société, on passe notre temps derrière des ordinateurs. Finalement, la cuisine est la seule chose qui nous rattache à la matérialité. Et je pense que pour un humain, c'est pas mal d'avoir un peu d'utiliser ses mains. Ça offre un certain équilibre. Donc moi, je suis pour dire qu'il faut cuisiner et que c'est important. Et qu'en plus, ça nous permet de comprendre ce qu'on mange. Et voilà, ça nous rattache à quelque chose qui est la production de la terre, etc. Et qui a beaucoup de sens, forcément. Un mot de la fin, Marc Bertillot. Y a une phrase que je cite souvent de Claude Lévi-Strauss, qui est il ne suffit pas qu'un produit soit bon à manger, encore faut-il qu'il soit bon à penser. Et je pense que c'est la clé de la question, c'est que quand on mange, ça met en cause des fonctionnements sociaux et politiques auxquels il faut faire attention. Et que ça, c'est même peut-être plus important que le goût. C'est finalement, quand on achète une baguette de pain, qu'est-ce qu'on fait comme action citoyenne ou pas? Merci beaucoup, Marc Bertillot. Merci à vous. Comme on dit dans les guides, il allie tradition et modernité. C'est un peu bateau, mais tellement vrai. Aujourd'hui, nous nous perdons entre Notre-Dame et Beaubourg dans le 4e arrondissement. Ça aussi, c'est Paris. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré pour vous faire découvrir un nouvel arrondissement. Aujourd'hui, direction le 4e, un quartier qui allie charme architectural et culturel avec la cathédrale Notre-Dame, mais aussi le centre Georges Pompidou ou encore la Maison européenne de la photographie. Et c'est là que l'on marque notre premier arrêt. Située dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle, la Maison européenne de la photographie a pour mission la conservation et la diffusion de la photographie contemporaine. Depuis 1996, des centaines de photographes ont pu y exposer leur travail. La MEP a exposé ici de très grands photographes comme Sebastião Salgado, Bettina Reims, Raymond Depardon ou Annie Leibovitz, toujours avec beaucoup de succès. Mais la MEP expose aussi de très jeunes photographes, des photographes qui font leurs preuves ici à la maison. La Maison européenne de la photographie dispose de très grands espaces, ce qui permet d'organiser 4 ou 5 expositions par saison. Tous styles de photos y sont représentés, que ce soit la photographie dans la mode, la publicité ou encore le photojournalisme. À la MEP, il est important de varier les genres afin d'aiguiser son œil. Un photographe de talent, c'est quoi? C'est qui? C'est quelqu'un qui vous montre ce qu'en général vous ne voyez pas, ce devant lequel vous passez sans vous arrêter. L'essentiel, c'est que chaque photographe, dans son domaine, vous apporte quelque chose de nouveau, élargit votre regard. Des photographies qui ne laissent pas indifférent et il y en a pour tous les goûts. Alors si vous souhaitez voir les choses sous un nouvel angle à travers l'art et la photographie, courez à la MEP. Love sneaking up behind me. I wasn't ready for his sneaky ways. Sur l'île de la Cité, le marché aux fleurs est un petit coin de nature aménagé il y a plus de 2 siècles. Et c'est parfait pour une agréable promenade bucolique au cœur de la capitale. Ce marché est le seul à avoir conservé une telle diversité de fleurs et de plantes. Orchidées, palmiers, roses ou encore arbustes se succèdent suivant les saisons. Des boutiques comme le Jardin de Lutèce ou Au fil de l'eau sont là pour accueillir et conseiller. Ouverts tous les jours, Parisiens et touristes se faufilent dans ces allées végétales où l'on se promène au gré des parfums sous de charmants pavillons métalliques. On respire la douce fragrance d'une fleur, on s'émerveille de la couleur d'une autre. On prend son temps. À noter que le dimanche, le marché aux fleurs se transforme en un spectacle dépaysant, le marché aux oiseaux, qui permet d'admirer les espèces les plus rares. Envie de faire une petite pause hors du temps en plein cœur du Marais? Rendez-vous au Loir dans la Théière. Le midi, c'est tartes salées, salades et plats du jour, puis le lieu se transforme en salon de thé, avec comme produit phare les pâtisseries, des gâteaux simples et réconfortants présentés sur une commode comme à la maison. Ici, les parts sont coupées devant le client,
Tarte aux fruits, tarte normande, crumble aux pommes, carotte cake, tarte à l'orange, tarte banane chocolat. Mais la star ici, c'est la tarte au citron meringuée, qui fait plus de 20 cm de haut et impressionne toujours. Alors nos produits phares au Loir dans la Théière, c'est surtout les pâtisseries qui sont déposées sur un grand buffet qu'on va découper devant les clients. C'est les tartes qu'on va retrouver chez nos grands-mères. C'est vraiment c'est la pâtisserie maison. Ici, c'est toute une ambiance. Table usée, chaises dépareillées, fauteuils années 50, affiches de cinéma, théâtre de toutes les époques sur les murs. La décoration, elle s'est faite sur une vingtaine d'années. Ça peut venir du marché aux puces ou dans des brocantes qui viennent du fin fond de la France, comme nos théières qu'on a trouvées à côté d'Angers, qui sont des vieilles théières de bateau. Au Loir dans la Théière, le mot d'ordre, c'est détente et convivialité, alors pas question de ramener son ordinateur portable pour travailler. Par contre, n'hésitez pas à vous prélasser dans un fauteuil club années 50 ou un canapé bien moelleux. Découvrez dans le 4e arrondissement ces 3 adresses pour oublier le tumulte parisien. Elle est papivore, Julie Osillon est relieuse et elle ne travaille qu'avec le papier qui supporte le contenu du livre et sert aussi de contenant. L'ouvrage est comme radiographié, exposé, réinventé avec des techniques qui n'appartiennent qu'à la créatrice. C'est bluffant. Julie Osillon, c'est quelqu'un de plutôt souriant et on la comprend. Depuis qu'elle a découvert la reliure lors de ses études d'art graphique à l'école Estienne, elle s'est épris de ce savoir-faire et enchaîne les projets qui la passionnent. Son quotidien, revisiter les techniques traditionnelles avec une bonne dose de créativité. Bienvenue dans le monde fascinant rempli de papier, de fils et de plis. Relier un livre, c'est le construire, on va dire, c'est assembler les pages à l'origine pour que le livre soit plus solide. Et la reliure de création, c'est cet aspect technique, mais ajouté d'un aspect créatif, donc créer un décor, on appelle ça, sur le livre directement, en rapport ou pas avec le contenu du livre. Ce qui me plaît dans la reliure, c'est d'aller chercher dans les techniques anciennes, de m'en inspirer, de les déstructurer et d'en faire autre chose. La reliure de création, c'est ça, une grande maîtrise des techniques qui lui permet d'en exploiter les multiples potentiels créatifs, autant au niveau de la structure du livre que de son décor graphique. Et ça, c'est l'étape qui est très stressante quand on est filmé. Voilà. Et l'une des spécificités du travail de Julie, c'est son recours au papier, un matériau original dans le milieu de la reliure qui fait traditionnellement appel au cuir. Un matériau qui la passionne, qu'elle s'approprie et qu'elle fabrique même elle-même aujourd'hui. C'est mon matériau fétiche, mais aussi quelque chose que j'ai envie de défendre dans le milieu de la reliure. Et oui, contrairement à ce que l'on peut penser, une reliure en papier, c'est solide aussi, et ça permet surtout une grande liberté. Il suffit de regarder la variété des créations de Julie, qui élabore autant pour les artistes que pour ses propres réalisations. J'ai utilisé un papier qui a la propriété de s'amincir sous l'effet de la chaleur. Là, c'est du marquage à chaud, une couture qui rappelle la couture japonaise, mais qui, là, ne sert pas à relier les pages. C'est vraiment l'exemple de ce que j'aime faire, c'est-à-dire utiliser les gestes du relieur dans complètement autre chose. Parfois, c'est même plutôt un exercice de style. On arrive presque dans la sculpture, mais toujours à partir des gestes que je réalise quotidiennement, c'est-à-dire plier, coudre, découper. Car pour Julie, c'est le travail de recherche qui est primordial. Insatiable et curieuse, elle s'approprie, transforme, déstructure, teste pour mieux élaborer de nouvelles techniques. Un travail exigeant qui est soutenu par de nombreux prix et bourses, comme celle du Musée royal de Marimont en Belgique. Je vais travailler pendant un peu plus d'un an sur ce que j'ai appelé la reliure à plat rapporté sur pli. Oui, c'est un peu technique au niveau reliure, là. Je sais pas si c'est très intéressant. Ça a l'air plutôt technique en effet, comme tout ce que Julie entreprend finalement. Car derrière l'apparente simplicité de son travail, ce sont des heures et des heures de recherche et des tas de prototypes. Donc ça, c'était pour un livre, L'Instant du Givre, un livre de poésie avec des gravures qui étaient sur des feuilles simples. Ce que j'avais envie de réussir à faire, c'était à la fois de relier les feuilles doubles, donc les feuilles dans lesquelles on peut faire une couture, en même temps de laisser les feuilles simples amovibles. Donc j'ai créé ce petit système de coins qui permet de retirer les pages, de les regarder en face du poème de son choix. Et hop, on les remet en place.
Pour moi, c'est ça vraiment la reliure, tu vois. La reliure, c'est la construction. Son objectif, c'est aussi de mettre en valeur et de diffuser les savoir-faire. C'est pour ça qu'elle aime laisser apparaître les coutures pour montrer le geste de l'artisan ou qu'elle a développé une collection de carnets qu'elle appelle les carnets précieux. C'était aussi pour valoriser la reliure. La version créative, elle est méconnue. Créer des carnets, c'est une façon de toucher un public plus large que le public des bibliophiles ou des connaisseurs dans ce domaine-là. Là encore, tout repose sur un travail inventif autour du papier. J'appelle ça de la gravure de papier. Donc c'est un travail que certains ont trouvé rébarbatif, mais qui m'amuse. Aujourd'hui, ces carnets sont représentés lors d'une exposition aux Ateliers de Paris, à laquelle Julie participe parmi d'autres jeunes créateurs de divers horizons. On est dans la galerie des Ateliers de Paris qui ont organisé l'exposition Sous le soleil exactement. Donc c'est une expo sur le thème de la couleur jaune. Pour l'occasion, j'ai créé la collection Bouton d'or, donc une collection de carnets jaunes avec des techniques de reliure différentes. J'aime bien l'idée d'exposer mes carnets. Comme on voit là, ils sont mis à la verticale comme des petites sculptures. À lire ou à contempler, le travail de Julie ne cesse de se réinventer. On lui souhaite un avenir ensoleillé. La version française est déjà finie, mais soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye!